Les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Bienvenue au journal sur Radio La Frontière. S'unir pour la promotion du leadership féminin est le but de l'organisation de l'événement Women Voice. Ce projet émane du groupement féminin Women Power Association. Cette activité s'est déroulée à l'université d'Abomey-Calavi. Sensibiliser les femmes sur comment lutter contre le cancer du sein par le phénomène de palpitation, c'est l'objectif visé par Nadège Bignon-Anago à travers son initiative dénommée Octobre Rose. Plus de détails dans cette édition. L'État islamique a désormais un nouveau chef, Abdou Ibrahim Al-Hassemi, est nommé chef d'État du groupement islamique suite au décès de son prédécesseur Al-Badidi. Ainsi se présentent les titres de ce journal. Merci de nous préférer. Pour la présentation de ce journal, je suis avec Jean-Paul Nkodo. Jean-Paul Nkodo, bonjour. Bonjour à vous, Divine Cedro, bonjour à tous. Vous nous dites que le groupement féminin Women Power Association organise ce jour à l'université d'Abomey-Calavi une activité dénommée Women Voice. Cette initiative qui vise à orienter la gente féminine sur l'égalité des sexes. Effectivement, Divine Cedro, cette activité vise à accroître la représentativité des étudiantes au poste d'amphithéâtre dans les différentes écoles et universités. Charlotte Ezebada est fondatrice de l'organisation. Il y a un projet que nous allons lancer ce 1er novembre. C'est vrai qu'il y a des activités connexes que nous menons, d'autres activités connexes que nous allons mener, mais actuellement nous sommes en train de travailler sur un projet que nous allons lancer le 1er novembre et je l'ai dit tantôt, c'est dénommé Women Voice et ça veut accroître, le projet se veut d'accroître la représentativité des étudiantes au poste d'amphithéâtre parce que pour être maître demain, pour être avocate, juriste, pour être ministre, il faut déjà commencer par la gestion au plus bas. Il faut déjà que peut-être à la maternelle, la fille soit confrontée à la gestion d'un petit nombre de personnes pour prendre goût. Et ici à l'UAC, si on veut être ministre ou recteur, comme notre 3e vice-recteur, donc autant Madame Éléonore Yaïla Descamps, il faut déjà commencer peut-être par l'amphithéâtre. C'est pour ça que nous avons jugé utile de travailler avec les étudiants de l'amphithéâtre déjà à partir de la première année pour leur donner le goût de la gestion de la ressource humaine. Cette activité se déroule actuellement dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. Un public reportage dans cette édition, l'association des enseignants, chercheurs scientifiques et littéraires organise à partir de ce jour une série de formations de recyclage à l'intention des candidats à l'examen du baccalauréat. En collaboration avec l'ONG Chipige Bénin Association, l'association donnera à ses candidats des cours du soir. Il s'agit des candidats au bac série A1, A2, B, C, D, G2, G3. Les séances de travaux dirigés vont se dérouler au siège de l'ONG, SI à Calavi. L'inscription se fait à un prix satisfaisant. Toujours avec vous, Jean-Paul Nkodo, vous nous informez que Nadège Bignon-Anago, à travers son initiative dénommée Octobre Rose, a organisé une séance de communication sur le cancer du sein. Et c'est ce jeudi 31 octobre dans la salle du restaurant Bird de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Radio La Frontière y était. La radio s'est représentée par Boniface Amando. C'est à l'intention des journalistes de la presse universitaire et les étudiants que cette communication a été organisée. Il s'agit d'une séance de sensibilisation pour montrer aux hommes de médias à connaître comment lutter contre le cancer du sein. Nadège Bignon-Anago,
journaliste et web activiste, nous parle du bien fondé de l'initiative de Octobre Rose. L'objectif de Octobre Rose par les influenceurs, c'est de sensibiliser parce que l'information donne du pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Et beaucoup de gens ne savent pas encore que le cancer du sein tue aussi rapidement. Beaucoup de gens ne savent pas encore qu'en s'auto-palpant, donc en se touchant les seins 3 jours au moins après les menstrues, en diagnostiquant vite le cancer du sein, qu'on peut guérir du cancer du sein. Et donc cette information, nous tenons à la porter à tout le monde. Et on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser. Nous en tant que personnes des médias, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous savons utiliser notre plume, utiliser nos voix pour ceux qui sont à la radio, utiliser notre image pour ceux qui sont à la télévision. Et donc c'est notre arme principale que nous devons utiliser pour sensibiliser la population. La communicatrice sur les thèmes palpitations des seins nous donne les astuces pour éviter le cancer du sein. Victoire Tessi, sage-femme d'État. La femme même doit examiner sa poitrine, ses seins à travers son miroir, sans rien toucher, les bras même du corps, ou les bras soulevés, ou encore les mains à la hanche. Et la femme reste debout, elle ne touche à rien et elle observe ses seins à la recherche des modifications. Il peut y avoir des modifications en présence des nodules dans un sein ou dans les deux seins. Les nodules peuvent déformer un peu les seins dans leur forme. Les nodules peuvent modifier surtout la forme ou le volume. Elle poursuit et nous dire que l'autopalpitation est l'un des moyens les plus essentiels que les femmes doivent faire pour éviter le cancer. La palpation proprement dite, qui consiste à rechercher le nodule, peut-être le nodule ou les nodules qui avaient déformé les seins. Maintenant, on les palpe et on recherche la douleur, s'il y a douleur ou non. Parce qu'au fait, c'est la présence de la douleur au niveau des nodules qui explique vraiment s'il s'agit d'un cancer. Au début, tout nodule n'est pas cancer. Il peut y avoir des nodules non douloureux au niveau du sein. Nous passons ça à la radio et puis on fait la nodulectomie et la vie continue. Cette séance de sensibilisation a pris fin par une communication sur comment éviter le cancer du sein par l'alimentation. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé au lancement officiel de la rentrée universitaire des universités nationales du Bénin. Lequel lancement officiel a eu lieu dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi le lundi 28 octobre dernier. Boniface Amando pour le reportage. Une cérémonie solennelle. Professeurs, étudiants, autorités à divers niveaux ont tous fait le déplacement dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno où l'intellectualisme est maître. Au podium, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur. Les allocutions se sont succédées pour soit dresser le bilan de l'année dernière, soit pour ouvrir les perspectives de l'année à venir. Massim Dacruz rassure ses collègues dans son allocution que les acquis universitaires ne seront point menacés. Les élections des responsables de l'institution universitaire sont perçues comme le signe de la vitalité démocratique et ne plus élire les responsables serait perçu comme un recul. De même, les différents engagements du gouvernement à l'égard des candidats aux différents grades du CAMES sont à perpétuer. La promotion des enseignants à ces grades participe du rayonnement des universités et de l'amélioration de la qualité des formations. Josué Azandegbe, directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a, au nom de la ministre, dit son intérêt pour le thème inaugural choisi pour cette rentrée universitaire. Mon intérêt pour le sujet résulte de ce qu'il cadre parfaitement avec les objectifs du programme d'action du gouvernement, notamment dans son volet agriculture, à travers les stratégies de promotion des filières émergentes. Il est revenu sur les efforts du ministère avant de lancer officiellement les activités de cette rentrée académique. Tout en reconnaissant les efforts consentis au cours de l'année écoulée, malgré les motifs d'insatisfaction, je puis vous assurer que le ministère est conscient de vos difficultés et s'emploie à les résoudre avec vous dans le dialogue et l'entente mutuelle. Je déclare donc lancer ce jour, lundi 28 octobre 2019, la rentrée académique à l'université d'Abomey-Calavi. Cette cérémonie solennelle a été une occasion pour le personnel de féliciter les enseignants du supérieur qui sont admis à la retraite. C'est cette conférence inaugurale animée par le professeur Mohamed Soumanou qui est venu mettre fin
à cette activité. La rencontre hebdomadaire des ministres du gouvernement du chef de l'État, Patrice Talon, s'est déroulée ce mercredi. La nomination du nouveau directeur à la direction générale de la SB2E est l'une des décisions qui a fait objet de discussion. Augustin Atchogede. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 30 octobre pour le conclave hebdomadaire. Au cours de la séance dirigée par le chef de l'État, plusieurs décisions ont été prises, dont des mesures normatives, des communications et des mesures individuelles. Concernant les mesures normatives, le Conseil des ministres a transmis à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention de crédit signée entre la République du Bénin et l'Agence française de développement, dans le cadre du financement du projet d'extension et de densification électrique des réseaux de la SBE. 15 communes des départements de l'Alibori, de l'Atlantique, des collines, de la Donga, de l'Ouémé, du Plateau et du Zou. Les travaux consisteront en des raccordements au nouveau réseau ainsi qu'en la pose de 30 000 compteurs à prépaiement pour les nouveaux abonnés, de même que la reprise des abonnés existants. À terme, le projet permettra d'augmenter le taux d'accès à l'électricité et réduire les disparités d'accès entre zones urbaines et rurales. Améliorer la qualité des services électriques au profit des abonnés actuels et futurs de la SBE grâce à une meilleure fiabilité du réseau. Relever les capacités de gestion du réseau et résorber les pertes pour contribuer au renforcement de la situation financière de la SB2E grâce à une fiabilité du réseau. Par ailleurs, le Conseil des ministres a fait le compte rendu de l'organisation du concours de recrutement de 80 auditeurs de justice au titre de l'année académique 2019. Alain Oulouna, ministre de la Communication et de la Poste. Il a été procédé au lancement pour le compte de l'année 2019 du recrutement de 80 auditeurs de justice. Au total, 1850 candidats, dont 77 professionnels, greffiers et officiers de justice, ont pris part au concours les 5 et 6 octobre 2019. À la suite de la délibération le 28 octobre 2019, il s'est observé que sur les 72 places destinées aux non-professionnels, seuls 11 candidats remplissent les conditions d'admission. S'agissant des professionnels, sur 8 places disponibles, soit 10% de l'effectif, un seul candidat est déclaré admis. Le nombre total d'admis est donc de 12 pour les 80 places mises au concours. Le Conseil s'est préoccupé de cette situation peu reluisante et saisit l'occasion pour réaffirmer aux postulants aux différents emplois publics que seul le mérite restera toujours le critère de choix des meilleurs candidats. Il saisit l'occasion pour les exhorter à mieux se préparer aux fins d'affronter avec plus de chances de réussir les prochains concours et ou tests de recrutement dans la fonction publique. Pour les mesures individuelles, le Conseil des ministres a nommé un nouveau directeur général à la Société béninoise d'énergie électrique sur proposition du ministre de l'Énergie. Monsieur Jacques Paradis est nommé directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Cette nomination fait suite à l'approbation par le conseil d'administration de la dite société de la proposition soumise par la société Manitoba Hydro International Limited, adjudicataire désigné au terme de l'appel d'offres international lancé dans le cadre du contrat de gestion conformément aux réformes en cours dans le secteur. La date du 26 octobre 1972 au Bénin marque la prise du pouvoir par coup d'État du feu général Mathieu Kérékou. Une prise de pouvoir solennelle qui a changé un concept dans l'histoire de l'Est Dahomey. De la révolution à la démocratie, le magnat de la politique béninoise a connu un parcours assez considérable. Suivez donc cette production pour en savoir plus. Mathieu Kérékou est un homme d'État béninois né le 2 septembre 1933 à Koufar, non loin de Natitengo. Proclamé après un coup d'État président du Dahomey puis président populaire du Bénin du 26 octobre 1972 au 1er mars 1990. Il est ensuite élu président du 4 avril au 5 avril 2006, date à laquelle il cède démocratiquement le pouvoir. Après avoir étudié dans des écoles militaires au Mali et au Sénégal, le général Mathieu Kérékou cède d'abord dans l'armée française,
puis dans l'armée du Dahomey où il obtient la grade de major. Il prend le pouvoir lors d'un coup d'État le 26 octobre 1972, à la suite duquel il fait mettre en prison les 3 précédents présidents. En 1975, il renomme le pays République populaire du Bénin et met en place le gouvernement marxisme-léninisme, surveillé par le Conseil national de la Révolution. Il mène une politique de répression contre tous les opposants au régime et surtout contre les intellectuels dont beaucoup ont dû se réfugier. Il reprend parallèlement une vague de nationalisation de banques et de l'industrie pétrolière. Mathieu Kérékou est une première le chef de l'État béninois du 26 octobre 1972 au 4 avril 1991. Le 26 octobre 1972, il prend le pouvoir à la faveur d'un coup d'État lorsque l'armée dissout le conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. En 1974, il adopte le marxisme-léninisme comme idéologie officielle du gouvernement et fonde le Parti de la Révolution populaire du Bénin, destiné à gouverner en tant que parti unique. Un an plus tard, le pays abandonne le nom de la République du Dahomey puis adopte celui de la République populaire. Dans les années 1990, la situation économique du pays devient critique et le pays doit négocier des accords contraignants, notamment avec le Fonds monétaire international. Dans le contexte de la mutation démocratique de l'Europe de l'Ouest, Mathieu Kérékou comprend peu à peu que le temps est venu pour procéder à une évolution politique de son pays. En fin des années 1989, il accepte de convoquer une conférence nationale destinée à établir de nouvelles institutions. Il doit pour cela se libérer des contraintes que font peser sur lui les cadres de son parti. Le général Mathieu Kérékou est ainsi le premier président du continent à ouvrir la voie du multipartisme sous la pression des événements. Après avoir dirigé le pays pendant 18 ans de manière autoritaire, en janvier 1990, la conférence nationale décide de changements drastiques. Mathieu Kérékou, du de la conférence, en accepte toute conclusion. Il laisse le pays en mauvais état économique mais vient de démontrer qu'il avait engagé. Il faut souligner le rôle exceptionnel de l'archevêque de Cotonou, Isidore Tosuza. Mathieu Kérékou est battu lors des élections présidentielles de 1991 par Nicéphore Soglo durant sa traversée du désert politique. Il renonce à l'anthéisme et devient pasteur évangélique. Il revient au pouvoir à la suite des élections démocratiques le 4 avril 1996. Il est réélu en mars 2011. Il n'a pas pu se représenter à la fin de son mandat en 2006. C'est le mandat de Thomas Boniyayi qui est venu mettre fin aux 25e année au pouvoir de Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou est décédé le 14 octobre 2015 à Cotonou. La vente aux enchères publiques est l'une des anciennes techniques de vente d'un bien en situation d'écoulement. Avant l'enchérissement du bien, l'acheteur doit connaître les conditions de vente affiliées sur les lieux ou définies au préalable par juridiction. Dirigé par un officier ministériel appelé commissaire-priseur, les ventes aux enchères permettent d'acquérir des biens intéressants à moindre coût. Devine Cedro, de nombreux professionnels et particuliers font appel à ce système de vente pour se débarrasser de certains objets afin de financer un projet. Tout de même, elle nécessite des procédures judiciaires, selon Ferdinand Rondy, clerc d'huissier. La vente aux enchères, c'est une vente effectuée par
un officier ministériel, en l'occurrence dans notre législation béninoise, le commissaire-priseur, qui procède à la vente des biens saisis sur un débiteur défaillant. Il faut rappeler d'abord le concept, pourquoi vient-on à cette étape de vente aux enchères publiques. D'abord, il faut dire que la vente aux enchères publiques est une vente, comme je viens de le dire, effectuée par un commissaire-priseur sur les biens d'un débiteur défaillant à l'issue d'une procédure de saisie-vente. Eu égard de l'OADA, eu égard des dispositions, je pense bien c'est l'article 91 de l'acte uniforme portant code de procédure et portant acte uniforme sur les procédures simplifiées et les voies d'exécution qui dit que tout débiteur et tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut procéder à la saisie des biens de son débiteur, des biens détenus de son débiteur ou des biens de son débiteur détenus par des tiers et procéder à la vente forcée pour se faire recouvrer le montant de la créance. Après la consignation du prix du bien vendu, le transfert de propriété revêt d'une importance capitale. Et lorsqu'on commence par la vente proprement dite et qu'on commence par vendre les biens, et on constate que, eu égard de tout ce qu'on vient de vendre, le montant qu'on est en train de poursuivre est atteint, le montant est atteint, le commissaire-priseur arrête la vente parce que le montant poursuivi est déjà recouvré. Parce que l'idée au fait de la vente aux enchères publiques, c'est de recouvrer une créance. Donc, tu ne peux pas prendre quelque chose et la chose est à 100 000 francs par exemple et tu ramasses les biens de 400 000 francs. La procédure d'une vente se clôture dès lors que le commissaire-priseur aura abattu son marteau. Et pour finir, Jean-Paul Nkodo, l'État islamique a désormais un nouveau chef. Abou Ibrahim Al-Khassemi remplace Al-Baghdadi. Le groupe islamique a confirmé le décès de ce dernier et a aussitôt procédé à la nomination d'un successeur. Les circonstances du décès de l'ancien chef d'État se justifient par un suicide avec une ceinture explosive. Al-Baghdadi est déclaré chef d'État du groupe de l'État islamique en 2014 lors d'un contrôle de l'État d'une grande partie de la région irakienne et syrienne. Ainsi prend fin ce journal que Ulrich Kodjo, Jean-Paul Nkodo et Divine Sedjouront eu le plaisir de vous présenter. D'ici là, portez-vous bien.